Jean-Paul Delahaye est inspecteur général de l'éducation nationale honoraire, administrateur de la Ligue nationale de la Ligue de l'enseignement, historien des politiques scolaires, ancien professeur associé à Paris 5 René Descartes, ancien conseiller spécial du ministre Vincent Peillon, ancien directeur général de l'enseignement scolaire. Alors, beaucoup d'entre vous, sans doute, ont eu l'occasion de lire les ouvrages de Jean-Paul, et notamment l'un des derniers sur la pauvreté scolaire. Mais je crois, et sans flagornerie du tout, que quand ton nom est énoncé, on dit « Ah oui, Jean-Paul Delahaye ». Donc, tu es célèbre bien au-delà de Matignon, mais je crois que ce soir, eh bien, tu prouveras que c'est fondé, alors on t'écoute. Merci beaucoup. J'ai combien de temps? Alors, on avait dit une demi-heure. D'accord, non, mais c'est pour tenir très bien. De façon qu'après, mais s'il n'y a pas débat, s'il n'y a pas de questions, tu peux tenir 1h15. Bien, monsieur le préfet, madame l'inspectrice d'académie, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables de la Ligue de l'enseignement à différents niveaux, madame la présidente, chère Maryse, moi je suis évidemment très heureux d'être parmi vous ce soir, d'autant plus que le sujet qu'on m'a demandé de traiter, la question de la laïcité, est évidemment un sujet d'importance que j'ai eu le très grand honneur de traiter en effet avec Vincent Peillon, puisque la charte de la laïcité, dont je vais vous parler dans un instant, que nous avons installée ensemble dans une école de Seine-et-Marne, nous l'avons inaugurée dans une école de Seine-et-Marne en septembre 2013. Quand nous l'avons fait, on a un peu surpris parce qu'en 2013, on se disait « Oh oui, la laïcité, d'accord, la charte de la laïcité, est-ce que c'était bien une urgence ?» En fait, on savait que c'était quelque chose qui était absolument indispensable de faire, d'autant plus que, donc là je vais faire des petits signes parce que, voilà, encore, d'autant plus que dans la loi de refondation de 2013, de juillet 2013, nous avions écrit de façon très précise ce que vous avez sous les yeux. D'abord, on avait pris appui sur la loi de 2005, la loi Fillon, la loi d'orientation de 2005, qui disait très clairement que, outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement fort, et c'était la première fois que c'était écrit dans une loi de cette manière. Bien entendu, la République, en 2013, a conservé cette affirmation, et nous y avons ajouté, et ce n'est pas un détail, nous y avons ajouté, parce que 10 ans après, il fallait ajouter des choses, le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égalité, de l'égale dignité, des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Nous sommes en juillet 2013. C'est moi qui ai mis en gras tous les élèves. Ce n'est pas dans la loi, ça. Et je vous expliquerai dans un instant pourquoi j'ai mis tous les élèves en gras dans cette formule. Et donc, dans la charte de la laïcité, qui comprend 15 articles, une charte qui est destinée aux élèves de nos écoles, de nos collèges et de nos lycées, on a dans l'article 5 très précisément écrit « La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ses principes, c'est-à-dire des principes de la République ». Nous devons faire partager les valeurs de la République et il appartient donc évidemment aux établissements scolaires de remplir cette mission. Pour qu'on remplisse cette mission, il y a au moins 5 points de vigilance à observer. Et chaque fois que je présente la charte de la laïcité, c'est vraiment des points sur lesquels je souhaite insister. Mais je vais le faire très rapidement, je vous rassure. Donc 5 points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est une observation très simple. Pour que l'école puisse transmettre de façon sereine les valeurs de la République à tous les élèves et leur faire partager ces valeurs de la République, la moindre des choses, c'est que l'école et la société agissent de concert. Je veux dire par là qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage entre les valeurs que l'école est censée transmettre à les élèves et l'exemple que la société donne quotidiennement à ces mêmes élèves en dehors de l'école. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et nous avons parfois une société un peu schizophrénique.
Certaines familles, d'ailleurs, délèguent à l'école la transmission d'un certain nombre de principes qu'elles ont depuis longtemps renoncé à transmettre elles-mêmes. Donc c'est le premier point de vigilance. L'école ne peut pas tout toute seule. Le deuxième point de vigilance, c'est que c'est bien l'ensemble de la société qui est en mal d'intégration. C'est pour ça que j'ai mis tous les élèves en gras tout à l'heure. Parce que le gros contresens à commettre serait de dire finalement ces valeurs, il faut surtout les transmettre dans les banlieues. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En réalité, c'est tous les élèves qui sont aujourd'hui dans notre pays en mal d'intégration, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous avons été inattentifs ces quelques dizaines d'années. Nous n'avons pas suffisamment transmis un certain nombre de grands principes. On a pensé que c'était sans doute acquis, de façon un peu définitive. Et quand je dis toutes les parties de notre territoire, je veux juste prendre l'exemple assez malheureux, assez terrible quand même, de ce qui s'est passé, vous l'avez vu ces dernières semaines, dans un arrondissement de Paris, le 16e, où une partie de la population s'est rebellée parce qu'on a souhaité faire venir quelques dizaines de pauvres dans ce quartier. On dit qu'il y a aujourd'hui des territoires perdus de la République. Et souvent, on pense à certains territoires de banlieue. On dit qu'ils sont les territoires perdus de la République. Je considère qu'il y a peut-être d'autres territoires aujourd'hui perdus pour la République. Des territoires où l'on a perdu le sens de la fraternité. Et donc, quand on parle d'éducation à la citoyenneté, c'est l'ensemble de notre territoire qui aujourd'hui doit être concerné. Troisième point de vigilance, évidemment la formation de nos personnels. Là aussi, on a baissé la garde pendant trop longtemps. On a estimé que les enseignants étaient suffisamment formés sur ces grands principes. Ça n'est pas le cas. Et ils n'en sont évidemment pas responsables, nos enseignants. D'autant plus que dans la charte de la laïcité, voilà le suivant, on a cet article 10 qui dit bien que c'est à tous les personnels qu'il appartient de transmettre ces valeurs, ce sens et la valeur de la laïcité, ainsi que les autres principes fondamentaux de la République. Et donc, responsabilité importante, ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves. Lourde responsabilité. Et il faut donc équiper, outiller nos enseignants, nos personnels, pas que les enseignants, l'ensemble des personnels de l'éducation nationale en conséquence. Et il y a sans doute un point sur lequel nos personnels doivent être suffisamment armés, c'est l'histoire de la laïcité. On ne connaît pas l'histoire, on ne connaît plus l'histoire de la laïcité. On en a souvent d'ailleurs une représentation plus imaginaire que réelle. L'histoire de la laïcité en France n'est pas l'histoire d'un jardin à la française. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement sinueux. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait que pacifiquement. Ça a été un combat, notamment contre l'Église catholique au XIXe siècle. Et cette histoire-là est aujourd'hui largement méconnue. Alors je ne vais pas vous faire l'histoire de la laïcité, bien sûr, mais il faut bien qu'on comprenne que la laïcité, le mot est apparu très tardivement dans notre pays. Il est dans le dictionnaire Littré seulement dans l'édition de 1871. En fait, la chose a existé avant le mot, si je puis dire, puisque le mot, en fait, laïque, laïcité apparaît dans notre Constitution. Est-ce que vous avez ici, là, l'article 1er de notre Constitution de 1958 ? C'est la première fois que les choses apparaissent de façon aussi nette. La République française est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Laïque, c'est le qualificatif de la République. Je vais en dire un mot dans un instant. Quand Jules Ferry fait sa loi très importante sur la scolarité obligatoire et laïque, le mot laïque n'est pas prononcé. Si vous regardez la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, le mot laïcité n'est pas prononcé. La chose a existé avant le mot, si je puis dire. Et pour revenir à Ferry, Jules Ferry, en fait, il prend appui, Jules Ferry, quand nous séparons. C'est très important de se souvenir que nous avons séparé les églises et l'école avant de séparer les églises et l'État dans notre pays. Ça a commencé par l'école. Mais on ne part pas de rien. Je vous ai mis ici l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où on voit bien qu'il y a déjà cette idée que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Moi, j'adore beaucoup le même religieuse entre les deux virgules, c'est très important.
pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est déjà l'idée d'une liberté de conscience qui apparaît dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, Jules Ferry ne part pas de rien. Et il y a en fait, allez-y, il y a 1882-1886, je vais être très très rapide, trois événements très importants qui se produisent. Le premier événement, c'est la laïcité entre d'abord dans notre école par les programmes. C'est par les programmes scolaires que ça a commencé, il faudra s'en souvenir. Je vous ai mis ici l'article 1er de la loi de mars 1882, l'instruction morale et civique. Mais, mesdames et messieurs, chers amis, c'est comme ça que ça a commencé. Un seul mot, le mot civique. Parce que qu'est-ce qu'il y avait avant la loi Ferry? C'était la loi Guizot, à 1833. Qu'est-ce qu'il y avait au programme de l'école primaire? Instruction morale et religieuse. Et Jules Ferry fait changer par instruction morale et civique. C'est comme ça que ça commence. Et je peux vous dire que c'est une révolution en 1880, 81, 82, quand à la Chambre des députés et au Sénat, les députés et les sénateurs discutent entre eux sur ce premier article. Et les républicains, on ne le sait plus ça, mais les républicains sont divisés. Jules Simon, par exemple, s'oppose à Jules Ferry sur ce premier article. Jules Simon, républicain, très sincère, dit mais il n'est pas possible de fonder une morale qui ne soit pas sur des conditions, enfin des préceptes religieux. Il ne faut pas sortir Dieu des programmes, Jules Simon le dit au Sénat. Et Jules Ferry tient bon. Une fameuse apostrophe de Jules Ferry disant à Jules Simon, mais on ne vote pas Dieu dans les assemblées. Et donc, très grande fermeté de Jules Ferry. Voilà, c'est un peu bancal, mais ça va. Très grande fermeté de Jules Ferry, tiens bon, instruction morale et civique. Ça, c'est dans la loi. Voilà. Mais ce qu'on a oublié, c'est que dans les instructions officielles que Jules Ferry fait écrire à son directeur de l'enseignement primaire, qui est Ferdinand Buisson, programmes qui sont publiés en juillet 1882, c'est-à-dire quelques semaines après la loi. Dans les programmes d'instruction morale et civique du cours moyen, il y a un chapitre sur les devoirs envers sa famille, les devoirs envers la patrie, et qu'est-ce qu'il y a en plus? Les devoirs envers Dieu. 1882, les devoirs envers Dieu, c'est extraordinaire. Les programmes laïques incluent les devoirs envers Dieu. Ben oui, mesdames et messieurs, oui. Parce que Jules Ferry est un homme d'État qui sait que la population française n'est pas prête, en 1882, à avoir l'instruction morale et civique tout court. Dans mes recherches universitaires, j'ai retrouvé la correspondance de Jules Ferry. Il écrit à son épouse à cette période, vous savez, il est élu des Vosges, « Je suis élu d'un peuple qui aime la République, mais ce peuple construit des reposoirs et fait des processions. Et donc ce peuple, il faut du temps. Il faut que progressivement on l'acclimate à l'idée d'une laïcité. Les programmes Devoirs envers Dieu resteront dans nos écoles primaires publiques jusqu'en 1923. Et encore, ils ne seront pas supprimés de façon très nette. Pétain les rétablira en 1940 et ils ne seront définitivement supprimés de nos programmes des écoles qu'en 1945. Quand je vous dis que notre histoire de la laïcité n'est pas l'histoire d'un jardin à la française. Fermeté dans les principes, très grande progressivité, pragmatisme dans la mise en œuvre. Deuxième exemple, l'histoire du jeudi. Les écoles primaires vaqueront, c'est toujours dans la loi de 1882 ça, les écoles primaires vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des heures scolaires. Et en dehors des édifices scolaires, pardon. C'est l'origine du jour supplémentaire en plus du dimanche. La République n'est pas contre la religion. La laïcité n'est pas anti-religieuse. Il faut permettre aux parents qui le souhaitent de donner l'instruction religieuse à leurs enfants. Simplement, avec la loi de 82, ça ne peut plus se faire dans les écoles. Ça se fait ailleurs. C'est pour ça qu'on libère une journée. Sauf qu'il y a des endroits, en 1882, où les enfants ne peuvent pas retourner chez eux le soir ou dans la journée. Les internats. Il y a aussi des citoyens qui ne peuvent pas avoir totale liberté dans les prisons. Il y a des militaires. Il y a des malades dans les hôpitaux. Qu'est-ce que l'on fait à cette période? On laisse subsister des aumôneries qui existent encore aujourd'hui. Fermeté dans les principes, certain pragmatisme, progressivité dans la mise en œuvre. Troisième exemple, la question des personnels.
Ça, c'est pas Jules Ferry, c'est René Goblet, quelques années après, la loi du 30 octobre 1886. L'enseignement primaire est exclusivement confié à un personnel laïque. Élément palier très important dans l'histoire de notre laïcité. Sauf que dans cette loi Goblet, il y a un délai de 5 ans pour les hommes. Je laisse un petit... Et il n'y a pas de délai pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'en 1886, il n'y a qu'une petite dizaine d'écoles normales d'institutrices laïques en France. Il n'y a pas le personnel laïque. Et donc, fermeté dans le principe, mais progressivité, pragmatisme dans la mise en œuvre. On a encore besoin des religieuses dans nos écoles primaires publiques. Et donc, on verra encore dans nos campagnes françaises, jusqu'à la fin 19e, parfois même jusqu'au début du 20e siècle, des religieuses dans nos écoles primaires publiques. Chaque fois qu'elles partaient en retraite, elles étaient remplacées par des institutrices laïques, mais on les a vues encore longtemps dans le paysage. Fermeté, dans le principe, progressivité dans la mise en œuvre, ça, on a complètement oublié cela. Ensuite, les élèves, parce qu'on a parlé des programmes, on a parlé des locaux, on a parlé des personnels, on n'a pas encore parlé des élèves. Les élèves, en fait, pendant très longtemps, ils n'ont pas été concernés par la laïcité. D'ailleurs, ils n'ont pas été concernés par quoi que ce soit parce que pendant très longtemps, nos élèves n'avaient strictement aucun droit. C'est aussi simple que cela, aucun droit. Et ça n'est que très récemment qu'on a donné aux élèves de nos collèges, de nos lycées, essentiellement un certain nombre de droits. C'est la loi Jospin de 1989, l'article 10, dont je parlerai encore dans un instant, qui donne aux élèves français une liberté d'expression, une liberté de réunion et une liberté d'association dans les établissements. Mais 1989, vous vous souvenez, c'est les premières affaires du voile dans nos établissements, dans notre école. Et là, les avis du Conseil d'État, je vous passe sur les détails, tout ça montre que, en fait, un décalage était en train de s'opérer dans les établissements entre la liberté d'expression offerte aux élèves et le strict devoir de neutralité imposé aux adultes qui se trouvent dans les mêmes établissements. Et donc la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, que vous avez sous les yeux, elle est très courte, cette loi. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Ça, c'est la loi de 2004. Voilà, j'en termine là avec ce rapide rappel historique parce qu'il faut essayer d'avoir présent à l'esprit que la laïcité, c'est une longue histoire, qu'elle n'a pas été toujours une ligne droite et que cette histoire n'est pas achevée. Et que sans doute il y aura encore des évolutions. Je vous ai dit, il y a 5 points de vigilance. Allez-y, allez-y. 4e point de vigilance, c'est évidemment de ne pas oublier que questions laïques et questions sociales sont liées. On a cité Jean Jaurès tout à l'heure, je vais le citer à mon tour. Jean Jaurès disait « La République française est laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est un message qui est encore très fort pour nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire accepter à une population le respect d'un certain nombre de principes, de valeurs, la laïcité par exemple, si on ne donne pas l'exemple d'une société qui n'est pas injuste, inégalitaire, provoquant l'exclusion d'une partie de la population. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire une citoyenneté partagée aujourd'hui pour les 5 millions de chômeurs dans notre pays et leurs enfants ? Nous sommes un pays dans lequel il y a aujourd'hui 8,5 millions de pauvres. Il y a aujourd'hui dans nos écoles, collèges et lycées, 3 millions d'élèves qui sont en situation de pauvreté. Comment est-ce qu'on peut apprendre sereinement, y compris les valeurs de la République, quand on est mal logé, quand on est mal nourri, quand on est mal soigné ? Quand on ne peut pas payer les fournitures scolaires, qu'on ne peut pas participer aux sorties, aux voyages scolaires. Je ne vais pas continuer la liste, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est Victor Hugo, après les événements de 1870, qui a cette formule absolument fondamentale pour moi. Comment peut-il penser celui qui ne peut vivre ? Et il ne faudrait pas, et là on se parle entre citoyens, que certains puissent espérer instrumentaliser la laïcité pour faire oublier la question sociale.
Nous avons aujourd'hui dans certaines parties de notre territoire des endroits où la question laïque, la question des valeurs recouvre la question religieuse. Question sociale, question des valeurs, question religieuse. Et c'est un mélange qui peut être évidemment assez détonnant et assez explosif pour notre République. Enfin, un cinquième point de vigilance, ça concerne notre école, qui doit évidemment donner elle aussi l'exemple des valeurs qu'elle est en charge de transmettre aux élèves. Je vais juste vous donner un point qui vous permette de comprendre ce que je veux dire. L'école française aujourd'hui, et les enseignants ne sont pas responsables à titre individuel, bien sûr, mais l'école française aujourd'hui est dans les pays de l'OCDE l'école dans laquelle l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Nous sommes le pays du grand écart en termes scolaires. Nous avons la meilleure école du monde, quand on regarde les évaluations internationales, mais seulement pour la moitié de nos élèves. La moitié de nos élèves de 15 ans qui passent les évaluations PISA sont d'excellents élèves. Statistiquement, massivement issus des classes moyennes et des classes supérieures. 90% aujourd'hui des enfants de cadres et d'enseignants dans ce pays obtiennent le baccalauréat sans problème 7 ans après leur entrée en 6e. Ça n'est le cas que pour 40% des enfants d'ouvriers. Notre élitisme n'est pas républicain, il est social. Il faut avoir le courage de se le dire entre citoyens. Il faut aussi avoir le courage de reconnaître que chaque fois, et la loi de refondation est un bon exemple, chaque fois qu'on veut élargir la base sociale de la réussite scolaire dans ce pays, on est immédiatement accusé, quel que soit le gouvernement, de droite ou de gauche, on est immédiatement accusé de nivellement par le bas. Comme si faire réussir davantage d'enfants, et essentiellement les enfants du peuple, allait faire baisser le niveau des autres. Donc nous devons aussi réfléchir à ce que fait notre école en ce moment et comment elle peut être en meilleure capacité d'être exemplaire elle aussi. Donc dans cette charte de la laïcité, nous avons essayé d'avoir une démarche de connaissance d'abord, pour qu'on parle de la laïcité avec nos élèves de façon la plus claire possible, et en appuyant ce que nous souhaitons que les élèves comprennent de la laïcité sur les valeurs qui sont les valeurs de notre République. D'où cet article 4 qui dit que la laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. Tout y est là, c'est très compact, c'est très synthétique et ça demande évidemment du travail d'explication avec les élèves, mais vous avez la devise républicaine qui est ici, liberté, égalité, fraternité. La laïcité ne peut pas se comprendre si, encore une fois, elle n'est pas en solidarité avec les valeurs. Autre point, et on attire évidemment l'attention de nos collègues enseignants, de nos personnels sur ce sujet, la charte de la laïcité n'est évidemment pas les 10 commandements qu'on est en obligation d'apprendre par cœur et de réciter. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire avec les élèves dans les établissements. D'où ce que nous avons écrit dans l'article 15 de cette charte, c'est bien de conduire des réflexions, bien d'organiser des activités. Il y a quantité d'opportunités dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées pour faire de la laïcité quelque chose de vivant, de très actif, et pas simplement un catéchisme que l'on réciterait, pour qu'on puisse faire vivre la laïcité au sein de l'établissement. Donc, il y a un gros travail pédagogique aussi à faire. Ce ne peut pas être des proclamations à accepter sans discussion. En fait, la laïcité, et c'est ce qu'on essaie, encore une fois, de faire comprendre aux élèves, c'est 2 finalités et 2 moyens. Si les élèves comprennent cela, on peut dire qu'on a plutôt bien fait notre travail. 2 finalités, c'est-à-dire c'est la liberté et l'égalité, j'y reviens dans un instant. Et les 2 moyens, c'est la séparation et la neutralité. Sur le premier point, ça c'est l'article 3 que vous avez sous les yeux de notre charte de la laïcité. Ça ne vous surprendra pas, vous êtes très informés là-dessus. Donc nous rappelons aux élèves que la laïcité, c'est d'abord une liberté. C'est d'abord une liberté, la laïcité. Je le dis en y insistant lourdement parce que trop souvent aujourd'hui, c'est vécu comme une contrainte. Comme voilà, une sorte de machine à empêcher les gens de vivre comme ils souhaitent. Enfin, c'est un curieux retournement.
Alors que fondamentalement, la laïcité, c'est une liberté, la liberté de conscience, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire, et nous le disons très clairement dans cette charte, qu'elle permet, la laïcité, la liberté des expressions et des convictions, mais pas sans limite. Une liberté n'est jamais totale. Il y a toujours des limites, et nos élèves sont parfaitement en capacité de comprendre qu'il y a des limites. Et nous posons ces limites dans le respect de celles d'autrui. Ah bah oui, les autres aussi ont une liberté. Donc il faut respecter ces libertés, et dans les limites de l'ordre public. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu et assez classique dans nos expressions. Donc c'est d'abord une liberté. Et depuis 1989, j'en disais un mot tout à l'heure, nous l'avons remis dans l'article 8 de la Charte de la laïcité, nos élèves ont gagné des droits. Et donc, en effet, nous rappelons aux élèves qu'il y a une liberté d'expression des élèves, oui, liberté d'expression des élèves, mais là encore avec des limites, le bon fonctionnement de l'école, le respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. C'est une façon pour nous de montrer à nos élèves que la laïcité n'est pas l'ennemi des religions. Ce n'est pas l'ennemi des convictions et de leur pluralisme, encore moins. On peut être catholique, protestant, juif, musulman, athée, agnostique, dans une république qui est laïque. Au passage, ça nous permet de montrer à nos élèves que la laïcité, ce n'est pas une option spirituelle particulière. Il n'y aurait pas des laïcs, des catholiques, des protestants, etc. C'est la République qui est laïque. Et précisément parce qu'elle est laïque, elle permet l'expression de toutes les convictions. J'insiste ça parce que c'est un piège, on y tombe tous, hein, moi aussi je dis parfois le corps laïque, nous les laïcs, non. J'essaie de ne plus le dire parce que c'est un piège qu'on a tendu dès le début à Jules Ferry. Quand Jules Ferry met en place notre instruction laïque, sans en prononcer le mot, Monseigneur Frépel, qui est parlementaire à l'époque, montre à la tribune et dit au ministre de l'Instruction publique « Votre école à vous ». Sous-entendu, il y aurait une école pour les laïcs et puis il y aurait une école pour les catholiques. Non, c'est l'école de la République et elle n'a pas à se définir au sens d'une conviction particulière. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, ça, c'est le premier point, la liberté. Je regarde ma montre, mais je suis à peu près dans les temps, je vais le plus vite possible. Dans cette première finalité hein, qui est défendue par la laïcité, il est bien clair que les élèves comprennent très vite qu'il y a des droits et qu'il y a des devoirs. Et donc, dans l'article 14 de la Charte de la laïcité, nous rappelons notamment la loi de 2004 sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Il y a des droits et il y a des devoirs. Ce que les élèves comprennent bien aussi, et ça c'est ce que nous avons mis dans l'article 6, c'est que la laïcité, c'est à la fois une liberté, mais aussi une protection. La loi, de façon générale, contraint, bien sûr, mais la loi protège. Et la laïcité, qui permet la liberté, est aussi un principe d'organisation de la République qui protège les élèves de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Et ça, c'est extrêmement important de le manifester de cette manière, parce que c'est à cette condition que les élèves et leurs parents pourront avoir confiance dans l'école. Ils vont être protégés à l'école. À l'école, on ne se définira pas d'abord comme petit musulman, petit catholique, petit juif, petit protestant, etc. On est un élève, on est protégé au sein de l'enceinte scolaire parce que c'est une école républicaine, on est protégé de tout prosélytisme. La question que l'on a à se poser, nous les éducateurs, c'est comment donc, on le voit bien, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, il y a des volontés davantage d'affirmation identitaire. Et ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, c'est depuis qu'une religion est devenue plus visible dans le paysage républicain. Je parlais de la religion musulmane. Les affaires qui démarrent en 1989, c'est parce qu'une religion devient plus visible. Et donc, il y a des manifestations, il y a parfois des revendications identitaires. Comment s'en sortir ? On s'en sort si on est au clair avec cette idée d'abord très simple que
l'objectif de l'école de la République, ce n'est pas de faire de tous les élèves des élèves identiques. C'est de les accueillir avec leur spécificité. En même temps, au sein des établissements scolaires, nous avons à poser des limites à ces revendications identitaires. Nous avons à donner à nos élèves des repères pour qu'ils sachent bien quels sont justement les points sur lesquels nous ne flancherons pas. Fermeté dans les principes. On est toujours les héritiers de cela, mais comme ce sont des élèves, on dialogue, on discute avec eux jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des points qui ne sont pas négociables. Et parmi les points qui ne sont pas négociables, c'est évidemment quand une revendication identitaire viendrait en opposition avec cette idée très, très simple que nous parvenons à faire comprendre à nos élèves, qui est que dans une république comme la nôtre, la souveraineté, c'est la nation qui en dispose. Et la loi, ce sont les parlementaires qui la rédigent. La loi, ça n'est pas un texte religieux, aussi respectable soit-il par ailleurs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc ça, il faut que les élèves sachent qu'il y a une différence entre les connaissances et les croyances. Entre le savoir et la croyance. Et chaque chose est évidemment parfaitement respectable, mais au sein de l'établissement scolaire, il y a des limites très claires à poser. Voilà. Alors, il y a... Je vous dis tout à l'heure deux finalités. J'essaie de regarder ma montre en même temps pour ne pas prendre trop de temps. Premièrement, liberté. Là, ce que nous montrons avec l'article 1 de la charte de la laïcité, c'est l'égalité. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Au passage, vous voyez que nous insistons dans la charte et on remet ici l'article 1er de notre Constitution pour que les choses soient vraiment très très bien intégrées. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. On passe, donc là on est sur l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire très, très concrètement? Ça veut dire que refus de toutes les discriminations au sein de l'établissement scolaire comme au sein de la République, bien entendu. Ça veut dire la garantie de l'égalité entre les filles et les garçons. Très important. C'est un sujet quand même, enfin je ne peux pas m'empêcher de le rappeler ça en tant qu'ancien directeur général de l'enseignement scolaire. Enfin, on est quand même un curieux pays. Nous garantissons l'égalité, et notamment l'égalité des filles et des garçons, mais quand un ministère comme le nôtre veut, en 2013-2014, faire tout un travail pédagogique de fond sur l'égalité entre les filles et les garçons, l'ABC de l'égalité, vous vous souvenez de tout ce qu'on a entendu? De la part d'intégrisme de tout poil d'ailleurs. Et pas seulement que d'une religion, de plusieurs religions, qui ont absolument contesté ce travail d'égalité entre les filles et les garçons. Je parle des intégristes, je parle vraiment de ceux qui ne supportent pas l'égalité entre les femmes et les hommes et qui ont accusé l'école, qui ont accusé les enseignants de pires choses qui pouvaient se passer dans les classes. Qu'est-ce qu'on allait faire de nos enfants? Ils n'allaient plus pouvoir être des filles, ils n'allaient plus pouvoir être des garçons. Bon. Donc cette égalité entre les femmes et les hommes, c'est encore un combat dans notre pays, et l'égalité entre les filles et les garçons dans nos établissements scolaires également. Et donc, quand je disais que nous devons poser des repères à nos élèves, ça c'est un repère fondamental. Oui, on peut affirmer une conviction, une option, une identité particulière, mais certainement pas quand ça vient en opposition avec nos valeurs. Et la stricte égalité entre les filles et les garçons, ça c'est une valeur sur laquelle on ne peut évidemment pas transiger. C'est une façon pour moi de vous dire qu'il peut y avoir des accommodements. Nos amis québécois parlent d'accommodements raisonnables pour le vivre ensemble, mais ces accommodements ne doivent jamais devenir des compromissions et des soumissions à des valeurs qui ne seraient pas les nôtres. Donc, deux finalités, liberté, égalité, je vais bientôt terminer. Deux moyens. Le premier des moyens pour que la laïcité puisse organiser la République, comme je viens de le dire, c'est la séparation. La séparation entre les églises et l'État, entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux,
entre le droit civil et le droit canon, entre le curé et l'instituteur. Enfin, on pourrait continuer pendant très très longtemps. Il faut séparer si on veut qu'il y ait ce respect de la liberté et le respect de l'égalité. C'est Condorcet qui, le premier, a mis vraiment en théorie ce principe de séparation. C'est lui qui a utilisé le premier, en 1791 et 1792, le verbe séparer. Et donc, on a séparé d'abord en France les écoles et l'Église, enfin l'école et les Églises, et on a ensuite, avec la loi de séparation de 1905, séparé les Églises et l'État. C'est un formidable paradoxe de la laïcité. Elle sépare, mais pour rassembler. Elle sépare le droit civil du droit canon, le curé et l'instituteur, mais pour rassembler les citoyens autour de valeurs qui leur sont communes. Il faudrait veiller d'ailleurs, je reviens à mon 16e arrondissement, je ne fais pas une fixation, mais quand même, il y a aujourd'hui des citoyens qui se rassemblent pour se séparer. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique complètement inverse et qui, évidemment, pour notre République, pose un petit souci. Et donc, parce qu'il y a une séparation, on ne peut pas se référer à une appartenance religieuse pour se conformer aux règles qui sont applicables dans l'école de la République et dans la République. C'est ça le principe de la séparation. Et donc, c'est ce que nous écrivons de façon très claire dans l'article 13 de cette charte. Je reviens à l'article 2 parce que il y a un deuxième moyen pour s'assurer que la laïcité soit parfaitement comprise et partagée par tous. C'est la deuxième partie de cet article 2 de la Charte de la laïcité. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. Et là, il ne faut pas commettre de contresens sur le mot neutre. Vous avez bien vu, neutre à l'égard des convictions religieuses et spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. Et ça a été une doctrine, je dirais, posée dès l'origine par Jules Ferry, et on s'y tient depuis lors. De même qu'on se tient depuis lors à ce que Jules Ferry a dit très clairement à plusieurs reprises à la tribune, soit de la Chambre des députés, soit du Sénat. Nous vous avons promis la neutralité religieuse, mais la neutralité politique, jamais. Alors là, il faut s'expliquer. Et là, on peut parler de la Ligue de l'enseignement qui fête cette année ses 150 ans, les 150 ans du moment où Jean Massé lance en 1866 un appel pour que l'éducation, qu'on n'appelle pas encore nationale, que l'instruction publique soit davantage performante, organisée de façon plus satisfaisante dans notre pays. Jean Massé, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il a un souvenir cuisant, Jean Massé. C'est un jeune républicain en 1848. Et il est absolument désolé de voir comment un peuple, 3 ans plus tard, en 1851, confie le pouvoir à quelqu'un qui ensuite, par un coup d'État, deviendra Napoléon III. Et il a d'emblée cette intuition, c'est que si on donne le suffrage universel au peuple, attention, universel à l'époque, c'est les hommes, et encore pas tous, mais qu'on oublie d'instruire le peuple, en conséquence, ce peuple ne prendra pas de bonnes décisions. D'où la formule, qui est une formule assez géniale, je trouve, de Jean Massé, disant « Nous n'avons pas, nous les éducateurs, à faire les élections, droite, gauche, non, nous avons à former des électeurs, c'est-à-dire des êtres suffisamment instruits pour prendre leurs décisions en pleine capacité, en toute raison, d'une certaine manière. » Et donc, si je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, dans un contexte différent, nous avons d'une certaine manière la même ligne à tenir. Nous avons, nous, Éducation nationale, pas seul, avec notamment la Ligue de l'enseignement, les associations, nous avons à former des républicains. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Pour qu'il y ait une république, il faut des républicains. Et donc, on a à former des républicains. Donc, on n'a pas à être neutre à l'égard des valeurs républicaines qu'on est chargé de transmettre. Donc, pas de confusion, pas de contresens sur ce que l'on entend aujourd'hui par neutralité. Et bien entendu, il y a une
une implication très, très claire de ce principe de neutralité, hein, qui s'applique de façon très précise à l'égard des personnels. Les personnels ont un strict devoir de neutralité. C'est ce qui va garantir aux élèves qu'ils ont devant eux en responsabilité, qu'ils ne subiront aucune pression. C'est la fameuse lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1883, qui est admirable, hein, d'écriture, et qui dit aux enseignants, chaque fois qu'un père de famille pourra en conscience dire que vous venez heurter la conscience de son enfant, retenez-vous. Si vous êtes au service de la République, allez-y. En gros, il ne dit pas comme ça, hein, Jules Ferry, dans sa lettre aux instituteurs de 1883, mais c'est à peu près l'esprit dans lequel je suis en train de l'exprimer. Et je vais terminer par où j'avais commencé avec Jules Ferry, c'est-à-dire par la question des programmes. Dans une école républicaine, laïque, l'objectif, c'est de faire du commun, de scolariser ensemble les élèves pour leur donner une culture commune. Ça, c'est ce que nous avons mis dans l'article 7 de la Charte de la laïcité. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant là-dessus? Et ça va être ensuite le dernier article que je vais vous montrer. C'est que, puisque la laïcité est entrée dans l'école par les programmes, ceux qui aujourd'hui voudraient contester le principe même d'une école laïque vont s'en prennent déjà au programme. Et il y a aujourd'hui des contestations sur lesquelles nous nous efforçons évidemment de travailler. Hein, c'est ce que nous avons mis dans l'article 12. Les enseignements sont laïques et afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective, etc., aucun sujet n'est à exclure du questionnement scientifique et pédagogique. Les programmes sont obligatoires. Et on n'a pas à opposer un professeur que dans son livre religieux, aussi respectable soit-il, la création est supérieure à l'évolution. Je ne sais pas si... Et donc, il faut qu'on soit absolument ferme là-dessus, mais on sera d'autant plus ferme que nous aurons mieux outillé, mieux formé nos enseignants, nos personnels dans nos établissements. Donc voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur cette charte de la laïcité. Ce qu'il faut, c'est que à la fois nos élèves, mais également nos citoyens comprennent bien que nous sommes vraiment dans un régime de liberté. Grâce à la laïcité, nous sommes dans un régime de liberté. Et d'une certaine manière, dans une période qui est assez trouble, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, la laïcité, c'est aussi un gage de paix. Voilà, je vous remercie de votre attention.